Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de La Clique. On termine l'année en beauté, vous allez le voir, avec une émission 100% Ginette Renault où, lors du lancement de sa biographie il y a quelques mois, on a eu le plaisir de rencontrer cette grande chanteuse québécoise. Au menu, bien sûr, sa biographie, sa carrière, sa vie amoureuse et vous allez le voir, beaucoup de petites confidences et de plaisir. Ginette, c'est un privilège pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Oui, là, je suis toujours beaucoup de joie. Je parle de moi pendant 1 heure, puis ça me coûte pas de maudite scène. C'est vrai, hein? Vous faites ça gratuitement? Ça va chez le psychologue, ça coûte de l'argent. Oui, mais c'est un peu une thérapie que vous avez fait grâce à toutes ces belles rencontres-là. Puis, tu sais, il faut dire, on vous reçoit aujourd'hui pour 2 beaux prétextes. En fait, 2 beaux prétextes qui en signifient plusieurs autres. On a votre autobiographie, bien sûr, Ginette, qui est parue, ainsi que votre 42e album en carrière. Tout ça souligne aussi plus de 60 ans de carrière. 64. 64 J'ai commencé à 13 ans, j'ai 77. Comment vous vous sentez par rapport à tout ça, par rapport à ces 2 beaux accomplissements qui arrivent après plus de 60 ans de carrière? Moi, je me sens très gratifié par tout ça, d'être capable d'avoir encore cette chance-là de continuer à faire ce que j'aime le plus au monde. Il y a des gens qui ils arrêtent bien plus tôt. Moi, je n'aurais jamais été capable. C'est dans mon sang, c'est dans mes veines. J'avais 4-5 ans, puis j'étais déjà... Je chantais, je me faisais des rideaux, puis ça, puis je faisais comme une scène. Vous rappelez-vous du moment que La vous avez Piaf eu... des pauvres. Quand j'étais jeune, je m'appelais la Piaf des pauvres. Je me rappelle une fois, c'est peut-être pas correct de dire ça. J'avais demandé à Michel Tremblay parce qu'il restait sur la rue Fort. Moi, je restais sur Marquette. C'est juste la rue après. J'avais demandé à Michel, « Tu te souviens pas de moi? » J'ai dit, la Piaf des pauvres. Ben non, il s'est trop préoccupé pour les petits gars. J'avais trouvé ça cute. Elle est bonne. Très transparent. Puis vous rappelez-vous du premier moment où vous avez eu votre déclic, que vous avez su que la musique serait votre premier grand amour? OK, je vous conte une histoire. Voulez-vous la savoir? Bien, assurément. Je pense que je l'explique le temps quand j'ai eu la scarlatine, à 2 ans et demi. Donc, je suis dans une petite chambre, parce que j'étais comme folle quand je suis revenue. J'attachais mes poupées comme ils m'ont attaché là-bas. OK. À 2 ans et demi, ils ne s'occupent pas de moi, là, puis je suis, en plus, comment est-ce qu'on peut, je peux l'attraper, n'importe qui peut l'attraper. Oui, contagieuse. Donc, déjà, ils viennent avec des masques pour me voir. Il y a une religieuse qui me fait très peur. Elle va me dire tout le temps qu'elle va, je sais pas quoi, qu'elle va me faire mal. Ils sont pas fins, OK? Mais il y a quelqu'un, il y a une infirmière, puis j'ai une admiration sans fin pour elle. Je pense que c'est à cause d'elle que je suis devenue une chanteuse. J'ai toujours pensé ça. Ah ouais? Elle m'a enseigné 3 chansons. Elle devait avoir de la patience. Bien, surtout à l'âge que vous Parce aviez. qu'elle me les a montrées par cœur. Donc, ça veut dire qu'en 50 jours, elle m'a enseigné 3 chansons. Une qui s'appelait « Heuleux », parce que je ne prononçais pas mes R. OK. C'était « Heuleux comme un loi ». « Heuleux comme un loi, heuleux glace à toi ». Heuleux, mon amour, de ta voix chaque nuit, chaque jour. Puis je chantais ça la vie, à la fin, je tenais la note. Après ça, elle m'a enseigné, un monsieur attendait au café du palais. OK? Puis les fleurs Jacques, toutes ces eaux claires de la lune. Puis quand je suis rentré de l'hôpital, ma grande sœur, qui est morte il n'y a pas longtemps, au mois de décembre, elle m'a dit, ça n'a pas de bon sens, Ginette. Elle dit, tu nous chantais ces tunes-là tout le temps, t'arrêtais pas de chanter tout le temps. Puis moi, supposément que quand j'étais enfant, je jouais avec mes mains puis je chantais. Puis il disait toujours, je sais pas ce qu'elle va faire avec ses mains. Il disait pas ce qu'elle va faire avec sa voix. Ouais. C'était impressionnant. Donc, je pense que c'est elle, cette femme-là, qui m'a fait tomber en amour avec la musique, avec le chant, puis me faire comprendre que peut-être que je suis une chanteuse. Donc, clairement, la flamme a été éveillée et ça fait... À 2 ans et demi. Parce que je me souviens, je me rappelle, je pense que j'avais 7-8 ans, puis j'étais même arrogante. Je disais, un jour, je vais devenir une grande chanteuse. Ou c'était une belle confiance? Non, mais c'est ça. Puis il y en a qui me disaient, pourquoi tu te prends? Je disais, je sais pas. Je disais, parce qu'un jour, j'ai fait une entrevue pour le People Magazine avec... Céline avait dit que j'étais son mentor. Puis le journaliste m'a demandé, il m'a dit... c'est drôle, il m'a dit, comment ça fait que vous l'avez pas fait comme elle? En parlant de la carrière internationale? Ouais.
J'ai dit, puis j'y ai dit en anglais, moi, je ne savais pas que le monde existait. Céline le savait. Donc, Céline a dit, un jour, je vais devenir la plus grande chanteuse au monde. Moi, j'ai juste dit, un jour, je vais devenir une grande chanteuse. Je ne savais pas que le monde existait. Fait que c'est ça que j'ai répondu. C'est une bonne réponse, je sais pas. C'est une excellente réponse. C'est pas mauvais. Ouais. Ben, c'est pas mauvais pantoute. Ouais. Vous en parlez d'ailleurs de cette possible carrière-là dans votre autobiographie. Oui, mais je pense que je me suis auto-saboté. Oui, mais puis si vous me permettez, pour quelle raison vous dites ça? Pour quelle raison je dis ça? Parce que j'étais bien placé. J'étais 2 ans en Angleterre. J'aurais pu passer une semaine avec les Beatles. Les Bee Gees étaient mes grands amis. Quand ils venaient sur le show, parce que j'ai fait une mini-série avec Roger Whittaker, on jouait au Yum. Il rentrait, là, puis il descendait dans la loge. « Comment, on va jouer au Yum? » On jouait au Yum. Je leur avais enseigné qu'à jouer au Yum. C'est ça, quand j'étais aux États-Unis, à Los Angeles, j'ai fait le Tonight Show, Mary Griffin Show, le Dinosaur Show. J'ai fait Las Vegas, puis ça. Je suis parti de Las Vegas parce que j'ai été violée. Parce que ça serait trop long. Il y a des affaires que j'ai pas dit dans le livre, peut-être que je vais le dire dans un autre. Alors, moi, je pense que j'ai été bien placé, puis j'ai très eu peur du succès. J'ai peut-être pas lu les bons livres. J'ai lu Judy Garland, j'ai lu Édith Piaf. Je sais pas pourquoi j'ai toujours eu peur du succès. Oui. Est-ce que vous aviez peur du show business en lui-même? Vous parlez d'expériences qui ont peut-être été semi-moyennes. J'avais pas peur. J'ai jamais eu. Vous savez, quand vous regardez des grands comme Whitney Houston, OK? C'est une de mes chanteuses favorites. Vous regardez Michael Jackson. Regardez, il y en a beaucoup là, qui sont morts très jeunes. C'est des histoires qui n'ont pas très bien fini, C'est quand tu te piques à l'héroïne, là, puis que sa fille fait la même chose 1 an plus tard, puis elle meurt de la même manière que sa maman, il y a des choses à... Puis j'ai entendu des entrevues de gens qui disaient... Tu chantes devant 50, 60 000 personnes, c'est des jauges quand même de 25 millions. Il y a beaucoup d'argent. Puis il fait, j'ai pas comment chanter. Fait que je dis, gars, serre ton petit point, là. Donne une petite piqûre. Ouais. Fait que la personne est obligée de faire des désintox, mettons. Puis il explique, là. J'ai fait une désintox 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu fais ça, tu te dis, combien de désintox je vais faire? Fait que moi, j'étais très la bouffe aussi. Moi, j'aimais la bouffe, mais ça enlevait moi tout, mais pas la bouffe. Donc, c'est très difficile de commencer à enlever ces aliments déclencheurs. T'enlèves tranquillement tes aliments déclencheurs, parce qu'on n'est pas habitué à tranquillement, nous autres. Donc, non, c'est tout ou rien. Effectivement. C'est un monde comme ça. Quand on regarde aussi, le showbiz, c'est un grand monde d'illusions. Tu sais. Tout le monde y fait partie, mais ils ne savent pas c'est quoi. Non, ils ne savent pas avec quoi ça vient. C'est beau le succès, la gloire et l'argent, mais il y a d'autres choses de bien plus importantes que ça. Est-ce que vous êtes fier, malgré tout, d'avoir été capable de vivre, je vais dire, internationalement cette carrière-là? J'ai une gratitude sans fin. J'arrête pas de remercier parce que je me sens privilégié. Puis des fois, ils disent, quand ils te donnent un talent, moi, ils m'en ont donné un autre, puis un autre, puis un autre. Puis à chaque fois, je le fais. Parce que j'ai quand même joué. Oui. Je regarde ça, j'ai peint. Je suis encore capable de peindre. J'écris des trucs, chose que j'aurais jamais fait ça. J'écris des livres. J'écris de la musique, même si je suis pas une musicienne. Je compose avec ma voix. Puis je regarde ça, puis je dis, ça n'a pas de bon sens, tout ce que j'ai reçu. Vous avez d'énormes talents. Puis je regarde, là, des fois, je regarde des gens qui trouvent ça tellement triste. Ils font pas ce qu'ils aiment. Au retour de la pause, on poursuit cette belle rencontre avec Ginette Renault sur La Clique. Avez-vous toujours eu l'impression que vous faisiez ce que vous aimiez puis j'ai jamais eu... ce que vous deviez faire? Même pas un doute. Oui. J'ai pas jamais douté de ça. Si vous n'aviez pas été chanteuse, vous auriez été quoi? Oh! Je suis curieuse. Pour vrai? Eh oui! Une psychanalyste. Oui. J'aurais été comme Freud, ouais. Est-ce que c'est de peur, si vous me permettez la question, peut-être le parcours pas évident que vous avez eu, dans ce besoin-là de compréhension, d'humanité, puis de... Je pense que oui, j'ai tellement étudié. Puis là, en ce moment, je me dis, c'est-tu merveilleux? Je m'étudie au lieu d'étudier les autres. J'ai fait une découverte dernièrement qui n'est pas le fun. Okay. Parce que quand on découvre ses faiblesses, on n'aime pas ça. Maintenant, on est pogné pour les travailler. On est dans le déni, ouais. Oui. Souvent, on est dans le déni. Tu bois? Il dit, ben non, je bois pas. Ben oui, tu bois. Mais non, je bois juste, mettons, le lundi ou le mardi. Je bois pas le reste de la semaine. C'est tout de la bullshit, là, c'est pas vrai. Fait que j'ai découvert... Ma mère était perfectionniste.
Elle disait que tout le monde, c'est tout des écœurants, des baveux, des chiens. Elle disait des affaires épouvantables sur les hommes, sur les êtres, OK? Mais maman, elle m'a pas. Puis maman, elle était tellement honnête, puis elle était tellement... Ah, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, je voulais être parfaite comme elle. Mais je me suis rendu compte que le perfectionnisme, ça n'existe pas. Mais non. Premièrement. C'est plate en plus. Deuxièmement, je vous donne un exemple, Sarah, OK? Je m'en vais aux toilettes. La toilette est toute... je la nettoie, puis je chiale. Une toilette publique, là. Ça a-tu du bon sens? Ils sont toutes mal élevées, puis là, je ramasse. Des fois, je n'ai pas les toilettes. Vous réparez les toilettes, Ginette? Des fois, ils sont cassés, fait que je rouvre le chose, puis là, je regarde c'est quoi. Là, vous réparez la floche, j'arrange la chaîne. Ben oui, puis la chaîne est peut-être détachée, fait que là, je la rattache, puis tout. Fait que vous avez vraiment tous les talents. Non. Mais imaginez-vous, hey, je regarde ça, fait que le perfectionnisme m'a amené à chialer, Ouais. à juger, à critiquer. Fait qu'aujourd'hui, maintenant, ce que je fais, j'essaie de porter de moins en moins de jugement. OK. J'essaie d'analyser. Il y a une énorme différence entre juger et analyser. Ben oui. Je regarde puis je fais, est-ce que cette personne-là me convient? Est-ce que j'ai du fun avec elle? Elle mérite-tu? Es-tu pas fine? Puis là, je vois, est-ce que cette personne-là, non, on enlève. Je peux pas la juger. Je peux pas dire, elle a son parcours, j'ai le mien. Ça fait pas. Respecte-moi, je vais te respecter. Fait que vous êtes plus collé Donc, à vos j'ai valeurs, commencé hein. à dire des Ouais. noms. Ça plaît pas à tout le monde. Il y a du monde qui aime pas ça, entendre le mot non. Ouais. Est-ce que vous vous sentez bien de dire non? Rendu Oui. à J'ai 77 jamais été ans? aussi heureuse de ma vie. Oui? J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. J'ai jamais été aussi certaine. J'ai une certitude maintenant, quand je dis non, je sais pourquoi je dis non. Parce que je suis un être quand même qui est très obéissante. J'ai pas l'air de ça. J'étais très obéissante, très soumise. Moi, quand j'étais jeune, j'avais comme une loupe, je regardais le monde, là. Avant d'avoir la... Parce qu'on dit à 7 ans, on est... Pour ça qu'on ressent après. Ben oui. On a le ressenti. Le regard est un peu Fait que moins... de 0 à 7, on sent. Puis de 7 ans à montant, on ressent. Mais moi, je me prenais avec une loupe, je faisais, il y a quelque chose qui va pas ici, là, il y a bien quelque chose. Vous aviez déjà... Moi, cette j'avais petite juste le fibre-là. flair, là, de cette espèce de senti. De respecter son senti, je crois que c'est quelque chose avec le temps qui est, pour quelqu'un, une belle qualité. Qui n'est pas nécessairement très facile et qui n'est pas nécessairement toujours agréable. Non. De Pour dire la vérité, moi, je pense ce que je dis ce que je pense. Oui, bien c'est correct. Puis avant que la personne sache quelque chose, je lui dis à elle. Fait que... Elle est au courant. Ouais. Il n'y a pas Fait de que si surprise. quelqu'un vient dire, Juliette Renaud, elle pense ça de toi, ben elle dit, je le sais, elle me le dit. Ben, je crois que, Ginette, vous n'avez jamais été du genre à ne pas dire ce que vous pensiez. Vous avez toujours eu une certaine franchise, un bon franc-parler. On vous connaissait pour ces mots-là, ces paroles-là. Là, de le mettre en écrit, est-ce que ça a été un exercice différent pour vous de le faire? Il y a des choses qui n'ont pas été faciles. Oui. Parce qu'il a fallu que je fasse des deuils. Puis c'est les deuils qui ont été difficiles. Parfois, j'écrivais, puis je m'en allais dehors, puis j'ai tout fait. Vous aviez besoin de recul par rapport à tout ça. Je hein? trouvais, là, oh, là, est-ce que je vais parler de ça? Puis j'ai... À un moment donné, ça fait pendant 20 ans, 10-15 ans peut-être au moins, je voulais pas le sortir. Je voulais même pas faire mon livre. J'ai dit, c'est que, bon, mon livre, il y avait du monde qui m'a offert beaucoup de sous pour faire mon film. Puis je me disais, j'ai-tu le goût de montrer que mon père est buveur? J'ai-tu le goût de montrer que mon père était violent? Il battait mes frères, puis il rentrait à l'hôpital. C'est des vulnérabilités dans Ouais. quoi vous aviez pas été. J'ai-tu le goût de hein? dire que ma mère était sarcastique, à déchirer la chair, qu'elle était maniaco-dépressive, ça veut dire bipolaire. Puis moi, je suis bipolaire 2. Quand le psychiatre m'a dit ça, j'ai dit, ben écoute donc, je suis diabétique type 2, j'ai dit bipolaire type 2, puis je suis la deuxième plus grande chanteuse au monde. Il dit, c'est qui la première? J'ai dit, qui vous voulez, mais moi, je suis la deuxième. J'ai dit, il y a du 2 partout, là. Qu'est-ce que votre médecin vous a dit à ce moment-là? D'après moi, il est parti Il est à parti rire, à rire, hein? ben oui. Parce qu'il m'a demandé c'est qui la première. J'ai dit qui vous voulez, mais moi je suis la deuxième, là. Et il dit voulez-vous des médicaments? J'ai dit non. J'en ai assez, là. J'en prends déjà pas Ouais. mal pour le cœur puis pour le diabète. J'ai dit je suis capable de vivre avec ma bipolarité. Je suis
capable de l'équilibrer, De vous voir aller puis d'apprendre à vous connaître à travers ça. Quand je me vois parfois, ben, je dis, va dormir, ça va te faire du bien. Prends une sieste, ça va te faire du bien. Au retour de la pause, restez là. On s'offre un petit retour en arrière sur la vie amoureuse de Ginette Renault. Est-ce que de pouvoir mettre justement des mots sur vos amours, sur les hommes de votre vie, sur les bons et les moins bons côtés, ça a été quelque chose de thérapeutique pour vous? Très, Très thérapeutique. très. Pour quelle raison? Mais ça ouvre les horizons. Parce que tout ce qu'on écrit, on l'imprime, puis Parce que moi, tous les jours, j'écris. Tous les jours, je me couche avant de me coucher, j'écris. C'était quelque chose qui était déjà naturel. J'écris tout ce que j'ai mangé. OK. J'écris est-ce que j'ai vécu dans l'ordre ou dans le désordre? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Est-ce que je dois réparer? Quels sont mes bons coups que j'ai faits aujourd'hui? Quelles sont mes grandes joies, mes grands moments? Quel a été le défaut qui a primé dans ma journée? OK. Je me pose toutes ces questions. J'en ai peut-être, je vous dirais, une 25 questions. C'est un bon journal de base. Ouais, tous les jours. Après ça, je fais mes méditations. Il y a certaines prières que je fais. Mais des prières de détachement, parce qu'une personne qui est très... Je m'attache beaucoup, je suis très, très possessive. OK. Donc, j'essaie de comprendre mes détachements de la journée. OK. C'est quoi qu'il faut que je fasse. Mes attentes, parce que des fois, j'ai trop d'attentes, puis ça me fait de la peine. Mais j'ai réalisé que t'es mieux, au lieu d'être en colère puis enragé après quelqu'un, t'es mieux de vivre la tristesse. Et de comprendre pourquoi. Parce que la rage et la colère te fait pas évoluer. La tristesse, oui. Fait que c'est toutes des choses que je prends conscience. Je suis de plus en plus consciente de ce que je vis, de mon moment présent. Puis je réalise le moment présent, c'est un présent. Puis j'essaie de plus en plus de tourner la page sur mon passé parce que je suis bien bonne encore là-dedans. J'ai joué bien gros à victime pour Marseille, puis je faisais non pitié. Je fais pas pitié partout. Votre relation avec le pardon, ça a l'air de quoi? Oh mon Dieu. Le pardon existe à quoi que? J'aime ça. C'est une belle question. Hey, merci, mon Dieu. Ça me fait plaisir. C'est toujours une femme qui me pose des belles questions. Les hommes, c'est d'autres choses, mais c'est une autre affaire. J'ai un professeur d'école un jour. Je ne vous donnerai pas son nom parce que je ne veux pas m'en aller là-dedans. Je veux garder son anonymat. J'étais au Salon Vert, ici, justement, à Québec, au Grand Théâtre, à l'Est à Québec. Elle m'a demandé qu'est-ce que... Puis c'était drôle parce que je n'étais pas vraiment son élève préféré. OK. C'était une femme qui était belle, elle était toujours esthétiquement bien habillée, puis ça. Et elle m'a posé la question, comment on fait pour pardonner? J'ai dit, waouh, quelle belle question! Le pardon appartient pas aux humains. Le don appartient aux humains. Le pardon appartient à Dieu. J'aime ça. Il faut demander à notre conception de Dieu d'apprendre à pardonner, parce que le pardon est très important, c'est d'abord à soi qu'il faut pardonner. On ne peut pas pardonner à l'autre si on n'est pas capable de se pardonner nos erreurs. Puis Dieu sait que j'en ai fait pas mal des erreurs. Donc, il a fallu que je me pardonne. J'ai demandé à Dieu, viens m'aider à pardonner. Parce que moi, en tout cas... Votre côté spirituel est encore bien là, Ginette, c'est ce que j'entends. Il est très, très fort. Hein? Ouais, hein? De plus en plus fort. Parce que, surtout dernièrement, je procrastine. En plus, je ne veux pas mourir. Vous procrastinez? Je procrastine au bout du camp. Alors, mais ça, plus tard, là, ça me tente pas. Je vais encore chanter l'essentiel, puis il faut que je chante mon nouvel album, là. Vous avez pas l'air tanné de chanter, ça, c'est sûr. Assurément, assurément. Est-ce que, justement, d'avoir fait cet album-là, ce 42e album-là en carrière, est-ce que vous l'avez fait avec un sentiment que c'était peut-être votre dernier? Toujours. Toujours? Bon, OK, Ouais. bon. Quand je chante sur scène, à chaque fois que je chante, c'est toujours comme la première fois quand j'étais jeune. OK. Maintenant, c'est comme la dernière fois. C'est comme si à chaque représentation, À chaque c'était votre fois que dernier je fais, spectacle. c'est comme la dernière fois. OK. Fait que c'est la même chose avec ça, ça aussi. Mais C'est beau parce qu'un jour, Denise Robert m'avait demandé ça. Est-ce que c'est ton dernier coup de cœur? J'avais trouvé ça bien intéressant. Non, j'ai dit, c'est pas mon dernier coup de cœur. C'était d'autres choses, en tout cas. je suis certaine que vous en avez de caché dans votre tiroir.
Certaines. J'en ai beaucoup. Beaucoup, hein? Beaucoup. Beaucoup. Avant de parler de ce que vous avez en réserve dans votre tiroir, Ginette, j'aimerais qu'on parle bien sûr de votre album. 14 chansons, Oui. Quelques reprises. Vous avez collaboré avec plusieurs personnes. Vous avez même joué à faire de la musique, j'ai envie de dire, à pas juste seulement la chanter, à l'écrire. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de cet album-là? Mis à part le fait que c'est tout vous. Celui-là, il est comme... au départ, j'avais dit, je voulais l'appeler Entre ciel et terre. Pour quelle raison? Je trouvais que c'était plus... autant c'était quelque chose au niveau mental, du cœur, autant il y avait de la densité comme la terre, la blessure, la souffrance, les amours, cette affaire-là. Puis parce qu'il y en a une qui s'appelle Le bon côté du ciel, que je fais avec le fameux Vladimir. Un autre que j'ai fait avec Chez toi, avec Jean-Jacques Lafont. On regarde Le bon côté du ciel, c'est beaucoup plus au ciel. La voix des hommes, la voix de Dieu. Le ciel, poursuis ton chemin. Le ciel, plus grand. Tu trouveras en toi encore plus grand. Donc, il y a quelque chose de plus grand que juste la densité de la terre. Et puis les autres qui sont souffrantes encore. Mais finalement, vous avez décidé de changer de nom. Ben, c'est pas moi. Je suis obéissante. Quelqu'un m'a dit que ça pourrait s'appeler C'est tout, moi. C'est Quelqu'un comme vous le a- livre, je voulais l'appeler Le feu sacré. Le feu, ça, trait d'union, cri. J'aime Ils m'ont ça. dit que c'était quétaine. Mais c'est pas quétaine. Ils m'ont dit que c'était quétaine. Bon, on pourra mettre le sous-titre, si vous voulez. Mais je voulais vous l'appeler dirais. Le feu, ça, trait d'union, cri. Parce que je pense que... Des fois, écoutez, j'ai demandé, combien de fois j'ai demandé à Dieu, es-tu capable de m'enlever ça, cette intensité-là? Enlève-moi, là, je suis plus capable. Puis après ça, je disais, non. Enlève-moi le surtout. Non, écoute, garde-la. Mais c'est quelque chose quand même c'est de l'ouvrage. Est-ce que vous sentez quand même que cette intensité-là vous a permis de vous porter au fil de toutes ces années, au fil de Absolument. tous ces Parce que grands projets, mais aussi de ces... Mais l'intensité, c'est mon émerveillement, c'est le feu sacré. Il y a quelque chose de sacré qui est en moi. Moi, je chante, je ne vais jamais sur scène tout seul, là. Vous avez toujours bien du monde dans votre sacoche, d'après moi. Oui, Ben, du j'en ai monde. beaucoup. Ben du monde. Oui, vous avez raison. Dites-moi donc, Ginette, vous parlez souvent de l'amour comme thème. Est-ce que vous êtes une plus grande amoureuse ou une plus grande chanteuse, selon vous? Bonne question. Ça va prendre une nouvelle réponse. Vous avez le droit, je veux. Je pense qu'il faut que je sois une grande amoureuse pour être capable d'avoir chanté 850 chansons, premièrement, en apprendre 5000. Il faut vraiment aimer. Parce que j'ai appris tellement de chansons dans ma vie. Puis je suis un être qui n'a pas de téléprompteur sur scène. Je connais pas ça. Vous avez jamais ce petit... Jamais chanté avec un téléprompteur. vous avez- Je connais pas ça. Toute mon admiration. Puis il paraît que tout le monde a des téléprompteurs excepté moi. C'est bien à la mode. Ben à la mode. Puis je me demande, parce que je me dis, comment tu fais pour lire un texte quand tu n'es pas capable de le sentir? Faut que tu le lis. Oui. Même des fois, là, il y a des chansons que j'apprends par cœur pour les enregistrer, parce qu'elles sont plus vraies. Vous allez à la rencontre des gens partout en province. Oui. Vous prenez des mandats que des fois la santé doit vous obliger, je vais dire, à ne pas les prendre. Mais les rencontres avec votre public pour aller signer, aller jaser avec les gens, pour vous, je vois que c'est quelque chose de prioritaire dans votre horaire. Qu'est-ce que ça vous fait encore aujourd'hui d'aller jaser avec votre public, d'aller jaser avec les gens qui vous suivent après toutes ces années-là? Une joie profonde. Oui. Quand je regarde ça, je remercie tout le temps. Il y a des moments, là, je signe, là, puis je peux pas croire comment je fais. Merci, mon Dieu. Ça vous émotive, hein? Ça n'a pas de bon sens. Tu vois ça après 64 ans, tout cet amour, cette admiration. Puis je fais... J'ai rien, je suis désarmé, totalement désarmé devant certains qui sont tellement émus. Il y en a, là, tu regardes, tu fais, tabarnouche, ce que je vais faire avec, tu sais. Puis ils veulent me toucher, puis tout, puis c'est correct, je trouve ça... je pense que c'est important. C'est très important. Je pense que c'est un respect. Puis je vais vous dire pourquoi aussi. J'ai fait des affaires avec bien du monde, puis il y a des gens, ils se prennent tellement pour d'autres là, dans ce métier-là, ils n'iraient même pas. Puis, vous... Puis je trouve qu'ils méritent même pas. Ben, puis Dieu sait que c'est pas votre cas.
Sincèrement. Non. Très c'est pas sincèrement. moi. Oui, absolument. Très sincèrement. Oui. Qu'est-ce que les gens vous disent quand ils vous rencontrent, mis à part ces remerciements? Ben, ils m'ont dit comment ils m'aiment. Oui, hein? Il y en a une, elle me dit, ça fait 2 fois que je lis votre livre, il était écœurant. D'autres, en tout cas, il y a le petit gars l'autre jour qui a 11 ans qui pleure, ça n'a pas de bon sens. Je dis, mon Dieu, puis c'est pas drôle de pleurer comme ça. Fait que les gens me disent comment ils m'aiment, puis comment ils veulent tous me serrer dans leurs bras, mais j'ai pas le droit. Je suis obligé de m'asseoir en arrière de la table. On a tout le goût de vous serrer dans nos bras. Je sais pas pourquoi. Dégagez ça, Ginette. Dégagez ça. Et à un moment donné, il y a un gars, il est arrivé avec 15 livres, OK? 15. Puis le garde du corps à côté, il dit elle va en signer juste 2. Hey, je suis pas venu ici à Rivière-du-Loup, mais là, pour en signer juste 2. Pour en signer juste 2 ouais, sur signer 15. toi et 15. Oh wow, Il a j'adore attrapé ça. l'herbette, puis là, il a vu qu'il ne peut pas me parler beaucoup puis de ça, lui, quand il donnait des ordres. Vous vous êtes affirmé en votre nom. Exactement. C'est beau, ça, j'adore ça. Je vous souhaite de rester la plus... aussi restante Aussi que vous folle l'êtes que ça, déjà. merci. Je n'irai pas dans ce terme-là. Je peux pas dire que vous êtes non, folle, c'est ça. Ginette. C'est physiquement impossible. Mais je vous souhaite bonne continuité. Merci, Vraiment, Sarah. merci pour ce beau partage-là. Puis merci encore pour cette belle transparence avec ces 2 projets-là. Merci, C'est du Sarah. bonbon pour vous découvrir. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut notre dernière émission de la saison déjà. On remercie bien sûr le Théâtre Capitole pour l'accueil et bien sûr Mme Renaud pour sa grande générosité. Quant à moi, bien, je vous souhaite du bon temps en famille, du repos, de la santé bien sûr pour la prochaine année et nous, on se retrouve en 2025 sur La Clique. À bientôt tout le monde.